Bonjour, bienvenue pour cette troisième heure de direct. Les 24 heures chrono de l'International se déroulent, comme depuis 6 ans, au sein des studios de TV5 Monde. Nous arrivons à Moscou, capitale de la Fédération de Russie, une ville qui rassemble 15 millions d'habitants, avec son agglomération, et qui depuis 10 ans a subi de nombreuses transformations. C'est devenu une ville qui littéralement explose. Donc pour en parler, j'ai à mes côtés deux invités. Marc Villemer, vous êtes entrepreneur indépendant, vous aidez des entreprises à s'implanter sur place, vous êtes un petit peu leur agent commercial. Vous vivez à Moscou depuis 14 ans, vous avez même épousé une Russe. Olga. Tellement vous y plaisiez. Oui. Voilà. Donc on dit bonjour à Olga. Bonjour Olga. Et Pavel Chinsky, vous êtes directeur général de la Chambre de commerce franco-russe. Vous êtes de parents russes et vous avez la double nationalité, donc franco-russe. Vous êtes né en Russie et vous y êtes retourné désormais depuis 9 ans, je crois. 11 ans, bonjour. 11 ans. D'accord, parfait. Donc, tout de suite, je crois que nous avons l'ambassadeur de France en Russie qui est sur Messenger, à moins qu'il n'ait pas encore réussi à établir la connexion. Je ne sais pas, sachant que nous étions censés lui demander de faire un point sur la présence des entreprises françaises sur place, leur nombre, leur profil et leur secteur d'activité. Je ne sais pas si monsieur Jean de Gignasti est à l'antenne. Ah, très bien. Donc bonjour monsieur l'ambassadeur, vous avez peut-être entendu déjà ma question ? Bonjour, oui. Merci de cette émission et de nous donner l'image et l'antenne. C'est vrai que la présence économique française est très significative et surtout croît très rapidement en Russie. Nous avons à peu près 500 entreprises françaises qui sont présentes dans tous les secteurs de l'activité, que ce soit l'automobile, le chemin de fer, l'aviation, l'agriculture, enfin tout. Il y a vraiment très peu de secteurs qui échappent à la présence française. Nous sommes en gros alors théoriquement le 8e investisseur en Russie en stock avec presque 7 milliards de dollars. Mais si on retire Chypre, les Bermudes, les îles Vierges, Bahamas et même le Luxembourg, qui est plus une plateforme financière, on se retrouve 3e investisseur dans ce pays, ce qui n'est pas négligeable. Il faut dire aussi que ces investissements suscitent un flux commercial croissant, puisque rien qu'en un an, entre 2010 et 2011, les flux commerciaux ont augmenté de 35% à peu près. On est passé de 18 milliards, un peu plus, à 30 milliards entre 2010 et 2011. Donc nous sommes vraiment très très présents sur ce marché russe. Merci, monsieur l'ambassadeur. On va en profiter justement pour faire un petit point très rapide sur l'économie en Russie et peut-être un peu plus spécifiquement sur la région de Moscou. Comment ça se traduit dans les faits? Comment se porte en fait la Fédération de Russie et plus particulièrement cette région de Moscou, vous qui y vivez au quotidien? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la crise justement? Est-ce qu'elle existe là-bas? Je crois qu'il faut d'abord souligner le fait que la Russie a été très lourdement frappée par les crises juste après la période de l'effondrement de l'Union soviétique. Et la grande différence entre la crise que nous subissons en Europe de plein fouet actuellement et la manière dont les Russes le vivent, c'est qu'elle les a d'une certaine manière épargnés, puisqu'il n'y a pas eu de perte de pouvoir d'achat ni en 2008 ni en 2009. Il y a eu un effort très important qui a été fait par l'État russe pour relancer l'économie, pour éviter l'effondrement du rouble. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis 10 ans, les Russes commencent à prendre confiance dans leur avenir. Et les événements que nous avons tous suivis à la télévision, notamment ces grandes manifestations de décembre, traduisent avant tout non seulement la présence, mais le renforcement et l'arrivée sur la scène publique d'une vraie classe moyenne. Très bien. On va tout de suite envoyer un sujet, c'est Emmanuel Maréchal, qui est associé chez Ernst & Young, et on va lui demander en fait, à lui également, qui lui est là-bas, quel est le climat d'investissement en Russie. C'est un marché qui apparaît peu attractif et qui pourtant connaît une hausse continue des investissements étrangers, donc on aimerait savoir pourquoi. On vous écoute. Bonjour Paris, bonjour à tous. Lorsque l'on parle du climat d'investissement en Russie, la Russie apparaît parfois vue de France comme un marché hostile, difficile d'accès, peu attractif pour des investisseurs. La Russie, c'est en réalité un pays très attractif, qui connaît une hausse continue des investissements étrangers. Les projets d'investissement ont plus que doublé ces 5 dernières années.
En 2010, la Russie était devenue le 4e pays d'Europe en termes d'investissement étranger direct, dépassant l'Espagne. Les investisseurs français y jouent un rôle clé, puisque la France est devenue le 4e investisseur étranger en Russie, après les États-Unis, l'Allemagne et la Finlande. Lorsque l'on interroge des investisseurs étrangers présents en Russie, le message est très clair. En juin 2011, Ernst & Young a interrogé 200 dirigeants internationaux à propos du potentiel du marché russe, et une large majorité d'entre eux est extrêmement optimiste. Mais l'enthousiasme est d'autant plus important parmi les sociétés déjà présentes en Russie, puisque 64% d'entre elles affirment vouloir investir à nouveau en Russie. Et cela démontre bien que la réalité sur place est bien meilleure que l'image que l'on peut en avoir a priori. On a vu des investissements importants dans les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire, de la chimie, de la logistique, des biens d'équipement. Et on voit clairement naître, au-delà du secteur de l'énergie, de nouvelles opportunités dans des secteurs à forte valeur ajoutée, les secteurs de l'industrie et des technologies. Nous sommes de retour donc sur le plateau de l'émission dédiée à Moscou. J'ai toujours à mes côtés Pavel Chinsky et Marc Villemer. Alors par rapport à cette vidéo qu'on vient de voir, quelles sont vos premières réactions, Monsieur Chinsky par exemple? Je crois que les rangs sont effectivement toujours un peu difficiles à déterminer précisément. Nous sommes 4e, 5e, 6e investisseurs. Ce qui est certain, c'est que justement à la faveur de la crise, nous avons dépassé les Italiens et un certain nombre des parts de marché que nous avons prises, nous les avons prises au détriment des Allemands. Nous avons cru plus que les Italiens que les Allemands dans les marchés russes. Et non seulement les entreprises françaises ne sont pas sorties du marché, mais elles y ont renforcé leur présence. Alors il a évoqué un marché qui avait une image un petit peu dangereuse dans l'esprit des investisseurs, des idées reçues, semble-t-il. Oui, des idées reçues, parce que le marché russe était assez simple. Il faut juste comprendre que les Russes vont pas vous attendent pas. Il faut venir les voir à Moscou ou en Russie, venir présenter votre savoir-faire français, parce que le Made in France est très bien vu en Russie. Donc il faut venir les voir. Alors justement, quitte à venir les voir, dans quel secteur est-ce qu'on peut s'épanouir le mieux sur ce marché? Quels sont en fait les secteurs porteurs? Alors peut-être pas les grands secteurs porteurs, mais plutôt ceux où il y a encore des opportunités à développer. Beaucoup d'entreprises françaises, et au premier titre les PME, PMI, viennent en Russie comme fournisseurs ou comme sous-traitants de grands groupes qui occupent les domaines d'activité les plus intéressants. Qu'il s'agisse de l'industrie, notamment de l'industrie automobile, de l'aéronautique et du retail, de la distribution, puisque Marc connaît bien la distribution. L'arrivée d'Auchan a été une révolution en Russie, il se développe. Au quotidien, ça vous a changé votre vie? Avant, il n'y avait pas de supermarché, d'hypermarché en Russie. Moi, je suis arrivé à 14 ans, il y avait juste les Turcs. Maintenant, vous avez beaucoup de Auchan, Attaque. Vous avez évoqué tout à l'heure 2 secteurs, donc santé, bâtiment. Donc là, il y a des choses à faire. Un savoir-faire français, notamment en termes d'infrastructure. Et au-delà de la compétence technique, nous avons un savoir-faire, dirais-je, logistique, voire législatif, puisque nous sommes le pays au monde qui allait le plus avant dans les projets de partenariat public-privé, notamment dans le domaine des infrastructures. Et l'exemple le plus éclatant de ce point de vue-là, c'est la construction de la première autoroute russe. Ça étonnera peut-être nos auditeurs de penser qu'un pays aussi gigantesque n'a pas encore d'autoroute, mais c'est une autoroute Moscou-Saint-Pétersbourg qui est construite en partenariat avec la société Vinci. Moscou-Saint-Pétersbourg, ça fait combien de kilomètres, ça, à peu près? Un peu moins de 1000 kilomètres. D'accord, parfait. Donc automobile franco-russe, quoi. Et j'espère que nous aurons encore plus de Logan. La Logan est passée aujourd'hui devant la Ford Focus comme premier véhicule étranger le plus apprécié des Russes et le plus vendu en Russie. D'accord. Donc on va quand même évoquer les JO 2014. Alors où est-ce qu'on en est au niveau des infrastructures par rapport à cet événement à venir? Et est-ce qu'il y a encore des opportunités à saisir si tant est qu'on soit dans des domaines connexes? Je crois qu'il faut regarder même au-delà des JO, puisque nous avons aujourd'hui tout un domaine skiable qui est en train d'être aménagé avec le concours des entreprises françaises. La Caisse des dépôts et des consignations a signé la création d'une société mixte avec une société publique russe qui s'occupe de l'aménagement sportif et touristique des flancs du Caucase Nord, une région qui est proche de la Tchétchénie, mais qui est aujourd'hui complètement stable. Et si l'on réfléchit encore à moyen terme, nous avons également la Coupe du Monde de football 2018 qui va générer un certain nombre de constructions de stades. 13 stades, il paraît. Exactement. D'accord. Là encore, la France a un savoir-faire particulièrement éminent à faire connaître. Avant que l'on passe au sujet suivant, j'aimerais bien qu'on dise juste un mot sur Kalonga. Qu'est-ce que c'est Kalonga ?
Kalouga, vous parlez Kalouga. peut-être de Kalouga, du miracle de Kalouga, qui est l'une des régions limitrophes de Moscou. Tu y es allé, j'imagine? Combien, 250 km à peu près. C'est surtout l'automobile qui est venu s'installer dans cette ville. Et pareil, vous rentrez dans Kalouga, pesez toutes les usines l'une après l'autre, Ouais. et qui a priori devrait attirer 250 familles françaises Et pourquoi, qui sont attendues. Pourquoi tout le monde y va? Kalouga est l'excellent exemple du fait que l'on peut vaincre un certain nombre de barrières bureaucratiques à partir du moment où l'on est en contact, où on est partenaire avec une administration consciente de la nécessité d'attirer des investisseurs. Et le gouverneur Artamonov, qui vient d'ailleurs d'être décoré par notre ministre des Transports Thierry Marani lors de la Légion d'honneur lors des Journées Russie au Sénat en octobre dernier, est quelqu'un qui a su créer une sorte de climat rêvé qui attire les investisseurs, non seulement de l'automobile, L'Oréal construit également là-bas. Et il n'y a pas de raison pour que les 88 autres sujets de la fédération, à leur tour, ne deviennent pas, n'imitent pas en tout cas le modèle de Kalouga. Parfait. Alors, justement, ça tombe bien, ça nous fait une transition. On a parlé de constructeurs automobiles, on a parlé tout à l'heure de sous-traitants, donc on aimerait bien que les sous-traitants aillent suivre Renault et autres sur le territoire russe, peut-être à Kalouga d'ailleurs. Mais tout de suite, on va écouter un sujet qui peut-être va nous éclairer sur les raisons de ces hésitations qu'ont ces sous-traitants à y aller. Et c'est toujours Emmanuel Maréchal, associé chez Ernst & Young, qui va nous en parler et en fait qui va nous expliquer quels sont les obstacles que doivent encore surmonter les entreprises qui investissent sur place. On l'écoute. Si le marché russe est très attractif pour les investisseurs étrangers, il n'en présente pas moins certaines difficultés. Les investisseurs trouvent l'environnement légal difficile, la corruption, les barrières administratives, le manque de transparence dans les pratiques des affaires font parfois de l'ombre aux nombreux avantages du pays. La Russie manque également d'incitations fiscales pour la recherche et le développement. Ce sont des points qui font l'objet d'une attention particulière de la part des autorités russes. Alors, comment vous réagissez par rapport à une vidéo comme ça où on énumère l'environnement légal difficile, les barrières administratives, le manque de transparence dans la pratique des affaires, etc. Qu'est-ce que ça vous évoque et est-ce que vous pensez que ce sont des raisons qui, justement, empêchent les sous-traitants d'aller... Ce ne sont pas des barrières, il faut venir. Il y a des Français qui sont là-bas depuis longtemps et qui peuvent aider. Il y a des services comme l'émission économique, UbiFrance, et puis les chambres de commerce qui sont là pour aider les gens. Il faut venir. Il y a des aides pour venir. Il y a le système des VIE qui sont là pour envoyer des jeunes en Russie. Moi, j'ai démarré comme VIE, CSN en Russie. Je pense tous les outils sont là pour réussir. Puis c'est qu'à 3h30 d'avion de Paris. Mais Faut quand pas même, l'oublier. il y a bien des conseils à donner à ces PME qui vont arriver, à part être bien entourées, puis ça on en parlera tout à l'heure, mais sur quoi doivent-elles être vigilantes? À quel moment elles peuvent être surprises, notamment dans leurs rapports avec l'administration ou... Il y a un mot qui est prononcé très souvent, et je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse dessus, qui est le mot de corruption. La corruption existe. Elle n'est pas uniquement le fait d'un certain nombre de personnes, elle est d'une certaine manière, hélas, au cœur du système, même si ce système se réforme, et même si la corruption est un mal qui fait souffrir les Russes autant que les investisseurs étrangers. Mais il est important de rappeler que la corruption est une forme de transaction économique qui engage deux personnes, et qu'il n'y a absolument aucune nécessité, je dirais même qu'il est tout à fait... évident que, à partir du moment où on a décidé de ne pas céder à la corruption, ce problème-là ne se pose plus. Donc il ne faut pas voir cela comme une forme de fatalité, comme la bureaucratie n'est pas une forme de fatalité. Les Russes aiment dire que ce sont les Français qui ont inventé la bureaucratie, mais que les Russes l'ont perfectionnée. Ce ne sont pas forcément des concours dans lesquels il faut donner, mais encore une fois, les Russes sont des Européens beaucoup plus que des Asiatiques. Et c'est un pays qui s'européanise à vitesse grand V. On a cité la Logan, on a cité Auchan, on a cité les prêts hypothécaires de la Banque Société Générale. Tout cela, aujourd'hui, contribue à faire des Russes des personnes qui sont beaucoup plus proches de nous qu'ils ne l'étaient peut-être dans les années précédentes. Donc la corruption, c'est quelque part une fausse idée. Non, la corruption existe, mais encore une fois, la corruption existe à partir du moment où l'on accepte d'y participer. D'accord. Et cela, encore une fois, n'est absolument pas, du moins pas à ma connaissance, une obligation légale. Ouais. Très bien. Alors, est-ce que ce pays est fait pour les PME ou est-ce que c'est vraiment réservé aux filiales de grands groupes? Là, je vais peut-être vous laisser parler parce que vous en êtes l'exemple. Moi, je travaille pour les entreprises qui font 2-3 millions d'euros en France. Donc, c'est vraiment pour la petite société jusqu'à la gros groupe. Tout le monde. Dans quel domaine donc sont-elles en général? Moi, je suis dans les biens de consommation, plus cosmétiques, tout ce qui est art de la table, des produits que les gens utilisent. C'est porteur. En ce moment, tout ce qui est médicaments, pharmacie, parapharmacie, le concept français a été repris à Moscou. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, je ne parle pas de la mode et des parfums, parce que là, c'est le savoir-faire français est important. Et dites-nous un petit peu leur retour. Alors, leur retour d'expérience, ils sont
heureux de s'être implantés là-bas? Est-ce qu'ils vivent des difficultés? Quelle a été leur première surprise en arrivant sur ce marché en général? Ils se rendent compte que les clients russes sont plutôt fidèles. Et après, il y a une certaine relation. Souvent, ils viennent en France visiter les fournisseurs. Donc, Il y a un climat affectif entre très eux. affectif. Bon, après, il y a toujours un rapport de force, faire attention, mais Faire sur attention les à conditions quoi? de paiement, par exemple, mais tout se passe bien. Il faut du contrôle. Il ne faut pas que laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Il faut être là, il faut être présent. C'est un conseil très juste. Mais il faut être systématiquement sur le pont et veiller à ce que les intérêts et les partenaires travaillent dans l'esprit qui a été convenu. D'accord. Alors, merci, Monsieur Chinsky. Merci à vous. Nous allons nous quitter. Le sujet suivant, justement, c'est savoir s'entourer pour faire de bonnes affaires en Russie. Donc, on se quitte, on fait une courte pause et puis on se retrouve. Donc toujours sur le plateau de l'émission consacrée à Moscou. Monsieur Chinsky vient de nous quitter, mais nous venons d'accueillir Michel Nodin. Vous êtes directeur de l'international chez Chronopost. Oui, et toujours à nos côtés, Marc Villemer. Alors, donc le sujet de ce plateau, c'est trouver le bon partenaire, parce que finalement, on a l'impression par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission que c'est essentiel. Alors, quel est le profil de ce partenaire? Je ne sais pas, l'un de vous deux. Je pense qu'il est souhaitable de trouver un partenaire local qui connaît particulièrement toutes les spécificités de la Russie. Vous avez mentionné dans le plateau précédent la notion d'administration. Certes, elle existe, il faut bien la connaître. Et vous avez plus de chances de très bien vous en tirer si vous travaillez avec le bon partenaire local. Alors, est-ce qu'on va choisir un guide interprète ou est-ce qu'on va choisir plutôt un avocat, un expert comptable? Il y a souvent des gens qui embauchent l'interprète qui était sur le salon, pour ma part. Mais on choisit un partenaire russe qui est fiable. On peut aussi vérifier s'il est fiable. Puis après, on a une relation de confiance et on avance par étapes. Est-ce que la langue, c'est vraiment un problème? De nos jours, vous pouvez, en vous promenant dans Moscou, vous débrouiller. Certains panneaux sont écrits en alphabet latin. Certains panneaux seulement. Pour tout ce qui est importation, puisque c'est vraiment mon domaine chez Chronopost, tous les papiers doivent être en cyrillique, évidemment. Ah d'accord. Alors comment vous procédez? Eh bien, en fait, d'où l'importance du choix du partenaire. Nous avons un partenaire là-bas qui retraduit et réécrit tout en cyrillique au niveau des lettres de transport. D'accord. Et pour toutes les autres formalités administratives aussi, nous nous appuyons sur lui. Alors, puisqu'on parle de transport, on va parler de douane. Alors, de quel type sont les réglementations douanières quand on souhaite commercer avec la Russie? Elles sont du même ordre que dans tous les pays où les douanes existent. J'y viendrai, mais si vous voulez, sur 230 pays, à part l'Europe à laquelle on est habitué maintenant, il y a des douanes. Elles existent en Russie. Il faut connaître leur fonctionnement. Elles ont des spécificités. Elles en avaient une qui était que parfois les règles pouvaient changer assez rapidement. Je crois que vous interviendrez là-dessus. Ce qui n'est plus le cas, enfin, ce qui tend à diminuer. Et désormais, étant donné que la Russie va rentrer dans l'OMC, le go a été donné le 16 décembre. Alors, elle est rentrée, Il reste juste une étape formelle au niveau de... Ça fait 18 ans qu'ils cherchaient à rentrer dans l'OMC. Ça a été une longue négociation. L'OMC est d'accord. Désormais, il faut que le Parlement russe ratifie
cet accord, ce qui veut dire que ce genre de changements seront plus contrôlés, je dirais. Ils font partie maintenant d'un groupe où les accords se font de manière multilatérale. Pour le reste, pour les douanes, il y a des notions de valeur et effectivement, si vous devez importer des biens qui sont supérieurs à 1 000 €, par exemple, il y a des règles très spécifiques. Et donc, petit colis, même difficulté, parce qu'en fait, c'est que le prix qui va faire c'est pas le poids ou la taille ou... Enfin, il n'y a pas de... Non, c'est la valeur déclarée. C'est la valeur déclarée. C'est la valeur Uniquement la déclarée. valeur Si vous êtes une entreprise, d'ailleurs, ça doit être un des rares pays au monde, mais c'est une spécificité Pour d'un les pays sur un autre, échantillons, notamment. où la valeur déclarée plus le coût du transport sont pris en compte pour établir à quel droit de douane vous êtes soumis. D'accord, très bien. En termes toujours de réglementation douanière et de certification. Alors, GOS, dès qu'on regarde en Russie, Oui, on voit GOS écrit partout. Russe. Alors, c'est quoi exactement? Une autorisation pour vendre les produits importés en Russie. C'est par famille de produits. Ouais. Mais par exemple, sur des cosmétiques, vous devez avoir maintenant, il y a un système qui est sur la région Biélorussie, Russie, Kazakhstan. Vous avez une certification sur les 3 pays et il faut 3-4 semaines. Non, c'est beaucoup de papier, de bureaucratie, des échantillons qu'il faut faire venir difficilement. Vous m'avez parlé, si pour les produits de santé, ça peut prendre... Pour les médicaments, oui, mais bon, pour tout ce qui est médical, c'est de 2 ans, 2 à 3 ans. Oui, il faut anticiper, quoi. Il faut anticiper. Ça ne s'improvise pas de travailler en Russie, même si, comme vous le faisiez remarquer, les Russes aiment bien ce qui est Made in France. Et grâce aux têtes de pont, ces très grosses entreprises qui ont investi au cours des dernières années, vous avez entendu, 5e, 6e investisseur selon les années, grâce à ces têtes de pont, désormais, la perception française n'est plus seulement culturelle, mais aussi économique. Nous, on se rend compte que ce n'est pas encore dans les mœurs pour nos PME françaises, puisque, alors que nous sommes le 5e partenaire économique, la France, ça ne représente, par exemple, dans mon cas, que 2% de mes exportations françaises. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Donc, c'est extrêmement faible, et tout simplement parce que les PME n'ont... Bon, M. Villemer est l'exemple même qui peut vous en parler, mais les PME françaises ne se rendent pas compte, voient vraiment encore une énorme barrière en Russie. Il y a une peur, je pense. C'est faisable. Travailler avec la Russie, c'est faisable. Ça se prépare. Donc, n'ayez pas peur. Il y avait une barrière de la langue, comme vous dites. Les gens viennent ici, ils ont 40 cartes de visite. Et ils se rendent compte, ils écrivent en anglais les emails et ça ne répond pas. Donc, des fois, ça peut être tout simplement la langue qui fait. Puis le temps pour relancer les contacts derrière. D'accord, très Toute bien. une organisation, l'export. C'est vrai. Monsieur Nodin, merci d'être venu. Le sujet suivant, donc, on va voir... vous venez de parler, par exemple, de réaction face à des emails. Ça, c'est des problèmes culturels. C'est très souvent, d'ailleurs, des barrières quand il s'agit de parler de développement international. Et c'est donc le sujet de notre prochain plateau. Que dire, justement, sur les différences culturelles qui nous séparent d'avec les Russes. On fait une courte pause et on se retrouve tout de suite. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv. Maintenant, vous pouvez voir votre interlocuteur même si des milliers de kilomètres vous séparent. Avec les conversations vidéo HD, aucun sourire, signe ou clin d'œil ne vous échappe. Plus besoin d'émoticônes. Avec Messenger 2011, vous n'avez jamais aussi bien gardé le contact. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Notre émission sur Moscou continue. J'ai à mes côtés Marc Villemer et Monsieur Pascal Monpetit. Vous êtes consultant chez Berlitz Interculturel et c'est intéressant car vous avez dirigé
une usine à l'époque où vous viviez à Moscou. Absolument. Voilà. Donc nous avons également via Messenger Monsieur Guénon. Vous êtes consul général à Moscou. Et tout de suite, puisqu'on va aborder les sujets des différences culturelles, on va déjà vous demander combien y a-t-il de Français à Moscou ? Y a-t-il eu une évolution depuis ces dernières années ? Et puis, quel est le profil de ces Français ? On vous écoute. Oui, bonjour et merci de me donner l'occasion de m'exprimer de cette émission. Alors, pour répondre à votre question, nous avons actuellement à Moscou, dans ma circonscription, environ 6 000 Français inscrits sur le registre des Français de l'étranger. Alors, 6 000 Français inégalement répartis, puisque 85% de la communauté française est située dans l'oblast, dans la région de Moscou. Alors, cette communauté française a la particularité d'avoir évolué. Elle a doublé en 10 ans et on observe une progression de l'ordre de 2 à 3% par an de cette population. Alors, évidemment, vous m'avez posé la question du profil. C'est une communauté plutôt, je dirais, jeune, entreprenante et appelée à se développer dans le cadre de la présence de grands groupes français, je pense à Vinci, Danone, Total, Renault, et dans des activités de services. La moyenne d'âge de l'ordre de 30 ans, mais indépendamment de ce profil, je dirais que c'est une communauté française relativement peu nombreuse par rapport aux ressortissants d'autres pays à économie comparable. Je pense principalement à l'Allemagne, je pense également à l'Italie, je pense aux Anglais également. D'accord. Voilà. Merci, monsieur le consul. Donc, bonne introduction pour notre sujet. Alors, vous qui vivez à Moscou, vous qui avez vécu, vous qui avez dirigé du monde, on va tout de suite parler peut-être des difficultés qu'une entreprise peut rencontrer en termes de management, ou tout au moins des différences auxquelles il va falloir qu'elle s'adapte. Je crois que vous m'avez dit avoir été patron d'Electrolux de 96 à 2000, oui. Et également patron d'un combinat. Oui, un combinat, en fait, c'est une grosse usine russe qui avait été créée sous Staline, privatisée du temps de Yeltsin, achetée par un groupe suédois. Et mon métier a consisté à amener cette usine soviétique à des normes occidentales. Donc au niveau du management, vous êtes rodé parce que vous avez côtoyé... Oui, et j'ai pris en fait beaucoup de plaisir parce que lorsque je dirigeais des entreprises en Russie, j'avais coutume de dire que c'était comme piloter une Ferrari. Tellement j'étais impressionné par le haut niveau d'éducation et par la créativité de mes collaborateurs. Main-d'œuvre donc très qualifiée. Une main-d'œuvre très qualifiée. Maintenant, comme on l'a dit lors des interviews précédentes, ça ne s'improvise pas. Il faut savoir manager les Russes. Il y a un certain nombre de codes à adopter. Il faut savoir que ce sont des gens qui sont certes créatifs, mais aussi assez peu disciplinés. Qui le savent. Donc il faut une hiérarchie très forte. Il faut pas une hiérarchie très forte, il faut un leadership très fort. Ce sont des gens qui aiment les patrons qui savent décider, parce qu'ils ont assez peu eux-mêmes d'esprit de synthèse, ils sont un peu compliqués. Donc ils aiment bien quelqu'un qui sait trancher. C'est très important aussi pour eux d'être juste, parce que le sens du collectif est très fort en Russie, et ça ne vient pas du communisme. C'était bien précédemment oui, alors le communisme. justement, c'est la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que la Russie est devenue communiste parce que culturellement elle y était prédisposée, ou est-ce qu'ils sont devenus comme ils sont parce qu'il y a eu le communisme ? Quel est le... Moi, je suis persuadé qu'il y a des constantes culturelles en Russie qui sont bien antérieures au communisme, et qu'en fait, le communisme s'est installé dans le berceau de ces constantes culturelles. Le sens du collectif en Russie était bien antérieur au communisme. Donc, considérer que arriver en Russie, c'est arriver dans un pays qui est la conséquence de 70 ans de communisme, c'est une grave erreur. À quoi vont être confrontés les chefs d'entreprise, justement, dans le management, quand ils arrivent en Russie, les chefs d'entreprise français ? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent le plus souvent ? Je pense qu'il y a beaucoup de ponts culturels entre la France et la Russie en termes de management. Pour des raisons historiques d'ailleurs. En règle générale, le manager français est de type dominant, il n'est pas de type participatif. On va être de type participatif, par exemple, dans les pays scandinaves.
Et les Russes ont besoin d'un manager dominant. Donc par là même, c'est assez facile pour un Français d'arriver en Russie et de diriger une société. Au quotidien, alors, comment ça se passe, la vie avec les Russes ? Comme je disais, il y a une relation qui se fait. On travaille souvent avec des amis. Et au fur et à mesure de la relation professionnelle, on devient ami avec ses clients. Et donc, le réseau, c'est important, le réseau. Le réseau est important entraide entre les Français. Les Russes sont plutôt aides. Les gens, ils sont très reconnaissants. Donc vous les aidez, ils vous aident. Pour qualifier le... Sviazi. Les relations. Je crois qu'il faut insister sur le fait que c'est un peuple très généreux. C'est vraiment un peuple qui a envie de partager sa culture avec vous. Et à partir du moment où vous-même vous êtes prêt à embrasser cette culture, d'une certaine façon à faire de l'entrisme, c'est-à-dire de les changer de l'intérieur en s'adaptant à eux, dans ce cas-là, les choses deviennent très faciles. Donc, il faut apprendre le russe, par exemple. Oui, ça, c'est important. J'aimerais bien qu'on parle de quelque chose qui est intéressant. C'est par rapport justement à l'idée qu'on se fait du russe qui est soumis ou du slave qui se positionne en victime. Bon, qu'est-ce que ces idées reçues qu'on a? Qu'est-ce que vous... Moi, je ne considère pas que le russe soit soumis. C'est un peuple fataliste pour quantité de raisons. Il y a aussi un mot-clé en Russie, c'est soudba, qui est le destin, finalement. Mais c'est un peuple qui sait qu'il a des tendances anarchistes. Et ça aussi c'est historique, et qui en conséquence à nouveau a besoin de quelqu'un qui va savoir trancher et décider, et à partir du moment-là ils vont suivre ce patron. Mais à nouveau c'est pas du tout un peuple soumis, c'est un peuple qui peut se rebeller, et c'est ce qu'on voit finalement à partir du moment où il a l'impression qu'en face de lui les gens ne sont pas fers, entre guillemets. Donc finalement, pas trop de difficultés pour nous Français à nous adapter à la culture russe, ni en termes de management, ni au quotidien. Absolument. Très bien. Merci Pascal Monpetit. On va maintenant continuer sur la vie au quotidien à Moscou, puisqu'on a parlé des Français tout à l'heure. On continue et on va parler donc dans le prochain plateau de cette vie au quotidien que l'on peut apprécier à Moscou. Voilà, on fait une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Nous sommes de retour sur le plateau de TV5 Monde dans l'émission consacrée à Moscou et nous venons d'accueillir Valérie Tchan. Vous êtes consultante senior en immigration au cabinet Carl Wade, cabinet d'avocats. Et Marc Villemer, toujours fidèle à ma gauche. Donc, on va tout de suite envoyer un sujet, en fait, pour poser un petit peu les choses. On va parler effectivement d'intégration et on va parler... c'est peut-être pas un problème, mais disons que pour bien s'intégrer, il faut quand même résoudre tous ces problèmes d'entrée en Russie. Donc on va tout de suite écouter Lionel Osks, qui vit à Moscou et qui va nous parler un petit peu du déroulement de son intégration sur place. On l'écoute. L'intégration à la vie moscovite est assez simple. Il suffit d'aller vers les autres. J'ai obtenu mon permis de résident au bout de 9 mois, après des démarches qui sont assez longues et fastidieuses. L'idéal, c'est de parler russe ou d'être accompagné par des Russes pour ce type de démarche. J'ai pas eu la chance d'arriver en tant qu'expatrié avec un bel appartement dans le centre-ville et
et un salaire intéressant. Je suis arrivé avec ma valise en carton, donc c'est vrai que les démarches ont été plutôt fastidieuses. Néanmoins, rien n'est insurmontable. À qui souhaite s'installer ici, c'est très bien. Les Russes ont une attache particulière vis-à-vis de la culture française. Ils sont très calés en culture française, ils apprécient beaucoup la gastronomie bien sûr, mais aussi la littérature ou la musique. Alors Marc Villemer, que vous inspire cette vidéo? Parce que vous êtes arrivé là-bas il y a 14 ans. Comment ça s'est passé votre intégration? Moi, à l'époque, j'utilisais le système des visas de business pour travailler. Maintenant, il faut avoir un permis de travail pour pouvoir être embauché en Russie. Donc là, je ne sais pas si c'est un cas particulier ou c'est un permis de travail, mais il faut se légaliser. Vous avez une certaine période pour devenir officiel en Russie. Et je pense qu'on va pouvoir avoir un exemple, une explication de la procédure. Comment ça se passe donc, Valérie, pour obtenir son visa pour rentrer en Russie? Donc, y a eu des changements quand même ces derniers mois, puisque il y a un accord qui est entré en vigueur le 1er mars 2011 entre la France et la Russie pour faciliter justement les démarches administratives et d'autorisation de travail pour les ressortissants russes résidant en Russie qui souhaitent venir en France et les ressortissants français, et les ressortissants français qui souhaitent donc s'expatrier en Russie. Donc cet accord est très intéressant pour les entreprises françaises parce que elles évitent en fait les quotas d'embauche de travailleurs étrangers. Puisque précédemment, en fait, les employeurs doivent avant le 1er mai de chaque année, informer le service fédéral des migrations du nombre de travailleurs étrangers qu'elles souhaitent embaucher l'année suivante. Donc, cet accord permet aux entreprises françaises, enfin aux ressortissants français, aux entreprises françaises d'être exemptées de ces quotas. Elle prévoit également un délai de traitement pour les autorisations de travail d'un maximum d'1 mois, donc ce qui est quand même accéléré, je pense, par rapport à la situation précédente. Et cet accord s'adresse aussi bien aux cadres dirigeants, aux travailleurs hautement qualifiés, qu'aux salariés qui seraient en mobilité intragroupe ou nouvellement recrutés par une société en Russie. Et puis, il y a un visa associé également pour les membres de famille. L'obtention, ça va vite? Le délai prévu par l'accord est un délai de traitement d'1 mois maximum. C'est ça. Donc, et c'est un visa de 3 ans. D'accord. Et renouvelable, bien entendu. Oui. Désolée pour cette interruption, ce sont les aléas du direct. Donc pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, nous sommes ensemble pour parler de Moscou. J'ai à mes côtés Marc Villemer, qui vit depuis 14 ans à Moscou, et Yannick Busson. Vous êtes responsable opérationnel chez Executive Relocation et vous avez vécu 3 ans à Moscou. Alors, premier sujet qui fâche, enfin pour nous qui ne vivons pas à Moscou, est-ce que le climat c'est si dur que ça ? Dur, une moyenne sur mes 14 années, en janvier, il a fait entre 0 et moins 35. Mais c'est un froid sec, donc supportable. D'accord. Pour mon expérience. Une expérience par rapport au froid? Moi je suis arrivé en janvier 2006 et apparemment le mois de janvier 2006 ça avait été l'hiver le plus rigoureux depuis ces 20 dernières années. Donc j'ai eu cette chance d'arriver juste à ce moment-là. Il faut savoir que les hivers qui ont suivi étaient tous entre 10 et moins 15, froid sec. Ça se traduit comment un hiver rigoureux comme celui que vous avez connu en 2006? Ça se traduit avec beaucoup d'achats d'équipements, ça se traduit avec des déplacements qui sont le plus réduits possible. Il faut démarrer la voiture. Ouais. La voiture déjà est gelée, il faut la gratter, il faut démarrer, parce qu'à moins 35... Et il paraît qu'il fait très chaud, je crois, dans les... Enfin, comment ça se passe, comment vous gérez les différences de température? Semble-t-il, il fait très chaud dans les intérieurs. Les appartements, il fait 25, 26 tout le temps. C'est centralisé chaud, souvent, donc même dans les hôtels 3 ou 4 étoiles, les gens, ils ouvrent les fenêtres. On ne peut pas trop régler. Bon, maintenant, ça évolue, mais il fait chaud dans les appartements, froid dehors. Et quand vous rentrez chez quelqu'un, il vous donne des chaussons. Vous enlevez vos chaussures, il vous donne des chaussons et vous êtes bien accueillis. Bon, c'est plutôt sympathique. Donc le climat, c'est pas vraiment un problème? Non, pas du tout. D'accord.